donc simplement vous dire que je suis timide pathologique et donc je vais avoir une façon de présenter qui est un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai le ton pas très académique et parfois la blague un peu débile, donc je m'en excuse, c'est juste pour me sentir à l'aise. Accessoirement, j'espère en tout cas que ce mode de présentation peu académique ne va pas dénaturer le message en lui-même. Et donc voilà. Alors ici, je vais surtout présenter en mon nom et de l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est pas le mode de présentation attendu. Les résultats d'une enquête de plusieurs enquêtes qui ont été réalisées et dont nous avons pendant 2 mois intensivement essayé d'analyser ces résultats. Donc je vais ici présenter les éléments principaux. Et donc je serai d'emblée frustré puisque si peu de temps et tant de choses à dire. Donc voilà. Alors j'ai pour habitude de commencer les exposés ou autres conférences par un examen. Et donc je voulais quand même vous soumettre à un petit examen pas trop douloureux. Et donc, je vous invite à compléter tout à fait sérieusement. C'est 3 questions d'examen très simples. Vous avez juste 3 réponses à noter, sans tricher, sans regarder sur la copie du voisin. Donc, première question d'examen. C'est actuellement en Belgique, parmi toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, quel est le pourcentage des personnes qui souffrent de dépression? Et donc, voilà, je vous invite à noter la réponse que vous donneriez à cette question. Puis, deuxième question d'examen. Parmi toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, quel est le pourcentage de ces personnes qui déclarent se sentir souvent seules? Et troisième question d'examen. Cette fois-ci, je vous invite à vous concentrer sur les personnes qui ont 80 ans et plus. Parmi ces personnes de 80 ans et plus, quel est le pourcentage d'entre elles qui souffrent d'une pathologie neurodégénérative dont la forme la plus fréquente est bien entendu la maladie d'Alzheimer? Je vous sens inspiré. Et d'autres expirent. Alors maintenant, je vais vous soumettre à un test de concentration. Peut-être que certains d'entre vous connaissez, c'est une façon qu'on a de présenter les travaux que nous réalisons. Donc c'est un test de concentration dans lequel vous allez avoir une courte séquence vidéo. Peut-être que certains d'entre vous connaissez ce test. Si c'est le cas, laissez les autres faire le même test en toute neutralité. Donc vous allez avoir une courte séquence vidéo dans laquelle vous avez 2 équipes de basket qui s'échangent des passes. Vous avez une équipe blanche, ils ont une balle de basket et ils vont s'échanger des passes entre joueurs de l'équipe blanche. Vous avez une équipe noire, ils ont une balle de basket et ils vont s'échanger des passes entre joueurs de l'équipe noire. Au terme de cette séquence vidéo qui dure 1 heure, donc qui dure quelques secondes, je vous rassure, vous allez devoir me donner un chiffre qui doit correspondre exactement et strictement au nombre de passes que l'équipe blanche et uniquement l'équipe blanche va échanger entre elles. Alors c'est un test qui paraît simple au premier abord, mais je suis sûr que vous n'aurez pas tous la même réponse à cette question. Et ce qui va être essentiel pour éviter que ça ne parte dans tous les sens, c'est le silence complet pendant toute la séquence qui va suivre. Donc quel est le nombre de passes que l'équipe blanche et uniquement l'équipe blanche va échanger entre elles? Ça va, vous êtes prêts? C'est parti. Combien? Alors là, on va voter. Qui dit 13? Est-ce que quelqu'un dit 13? Qui dit 14? Qui dit 15? Qui a vu le gorille? Alors là, je suis embêté. Quand personne ne voit le gorille, là, personne n'a vu. Vous n'avez pas vu le gorille? Donc, personne n'a vu le gorille. Donc, je vous montre la même séquence vidéo. Je vous assure que c'est la même séquence vidéo. C'est pour ça que j'ai toujours envie qu'au moins une personne le voit. Vous voyez qu'il n'arrive pas en stummeling, qu'il y va franco, qu'il se tape sur le torse et qu'il continue. Sachez que ceci est un nouveau test pour détecter la maladie d'Alzheimer. Non, je rigole. Mais par contre, ceci sert de fil conducteur à la plupart de nos travaux et les questions qu'on pose sont les suivantes. Vous avez tous et toutes été confrontés à la même réalité. La même chose s'est passée devant vos yeux, mais la façon dont vous regardez cette réalité vous rend aveugle d'une bonne partie de celle-ci. Et la question qu'on pose dans nos travaux, c'est comment voyez-vous le vieillissement? Est-ce que face à une personne âgée, vous êtes plutôt enclin à voir détresse, maladie, déclin, ou sagesse, expérience? Selon que vous voyez le vieillissement plutôt positivement, plutôt négativement, face à la même réalité, à savoir la même personne âgée debout devant vous,
vous ne voyez plus la même chose, vous êtes aveugle d'une bonne partie de cette réalité, vos attitudes par rapport à la personne vont changer, et la manière dont son vieillissement va s'opérer va être entachée par cette perception du vieillissement. Sachez que si vous avez une vision négative du vieillissement, vous vivez 7 ans et demi de vie en moins que votre voisin qui a une vision plus positive du vieillissement. Mais on peut élargir la question à la question de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que quand vous êtes face à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous êtes plutôt enclin à avoir ses incapacités, ou, même si la maladie était avancée, ses capacités résiduelles? Face à la même personne Alzheimer, vous n'avez plus les mêmes attitudes, et la manière dont la maladie va évoluer va être aussi entachée en conséquence. Et donc maintenant, on va voir un petit peu, vous, votre perception de la réalité du vieillissement. Donc je vous invite à consulter nerveusement vos questions, 3 questions d'examen. Et on va confronter vos réponses à 3600 personnes, c'est la population générale. Quand on dit population générale, c'est les non-soignants. Et puis en vert, ce sont 1410 membres du personnel de 32 maisons de repos et de soins en Belgique francophone, mais on peut dire qu'on a fait ça dans les hôpitaux avec les infirmiers et infirmières. Dans le secteur des soins, c'est chaque fois le même résultat, on va voir. Et les faits, donc c'est en rouge les faits. Donc quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui souffrent de dépression? C'était la première réponse à votre examen. Sachez que la population générale pense que c'est 30% des personnes âgées. Les soignants, donc, ils font pire. Les faits, 11%. Qui a dit 11%, au moins de 11% dans la salle? Un pelé, 0 tondu. Donc vous avez vu le vieillissement sous un angle beaucoup plus négatif qu'il est. Vous avez été aveugle du gorille. Sachez qu'il y a 2 fois plus de dépression chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes âgées. Une enquête a été faite sur les conséquences de la crise Covid sur le bien-être de la population. La population la moins touchée, c'est les 65 ans et plus. Et qui vivent à domicile, donc pas les personnes en maison de retraite. Et quand on prend les courbes du bonheur, eh bien les courbes du bonheur, c'est un smiley. Remarquez d'ailleurs que ça sent particulièrement la dépression dans cette salle, et vivement dans 30 ans que nous soyons tous plus heureux. D'accord? Et donc... Je vois que vous me tournez le dos. Oui, c'est vrai. Effectivement, je sens plus de joyeuseté derrière. Et donc, effectivement, sachez que le bonheur ne diminue pas avec l'âge, il augmente avec l'âge, et toutes les études vont dans le même sens. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a toute une série d'études, même d'imagerie cérébrale, qui montrent comment les personnes font pour être plus heureuses que les jeunes. On reviendra là-dessus, naturellement, par rapport à la question de la crise Covid. Si on vient sur la solitude, on pense que la population générale, 50% des 65 ans et plus, se sentiraient souvent seuls. Les soignants font un petit peu pire. Les faits, je vous sens nerveux d'ailleurs, là, 9%. Qui a dit 9%, au moins de 9% dans la salle? Sachez qu'il y a 2 fois plus de sentiments de solitude chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes âgées. Il faut dissocier la taille du réseau social avec le sentiment de solitude. Vous pouvez avoir 600 amis sur Facebook et vous sentir extrêmement seul. Votre voisin de 80 ans n'a que 3 visites par semaine et quelques coups de téléphone, mais c'est les gens qui comptent, il se sent entouré. Avec l'âge, ce qui compte, ce n'est pas la quantité des relations, mais c'est la qualité des relations. D'accord ? Alzheimer, donc la population générale pense que 54% des personnes de plus de 80 ans seraient atteintes d'une pathologie telle que la maladie d'Alzheimer. Les soignants font à peu près la même chose. Dans les faits, 22%. Qui a dit 22%, au moins de 22%? Quand même 2 personnes. Fessé pour les autres, vous avez donc vu le vieillissement sous un angle de nouveau beaucoup plus négatif. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est les conséquences que ça peut avoir, même en matière d'accompagnement du vieillissement dans le système institutionnel. Dans une étude qu'on a publiée en 2016, on a posé aussi la question quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne âgée. Ici, c'est des professionnels qui travaillent dans le secteur de l'oncologie, des infirmiers et infirmières en oncologie. Voici le nuage de mots générés. Plus négatif que ça, tumeur, rien à voir avec le cancer, donc tumeur en 2 mots, avec dépendance, maladie, perte d'autonomie, solitude, incontinence, polypathologie, etc. C'est dans le secteur des soins où la vision du vieillissement apparaît la plus négative, comme on l'a vu dans les données précédentes. Pourquoi? Parce que quotidiennement, dans ma pratique professionnelle, les personnes âgées que je rencontre sont des gens qui sont en situation de précarité en termes de santé ou de dépendance, et je vais être enclin à généraliser à l'ensemble de la population ce que je constate au niveau isolé. Mais si on demande à un architecte quels sont les 5 premiers mots qui lui viennent à l'esprit quand il pense à une personne âgée, c'est à peu près le même nuage qui va être généré, ce qui veut dire que quand il monte un projet architectural orienté vers un public de personnes âgées, il fait un hôpital. Et les études montrent que plus une structure ressemble à un hôpital, moins bien, paradoxalement, les gens se portent à l'intérieur. Et la question qu'on pose aussi, c'est si vous avez l'image d'une personne et dans vos tripes, l'image que vous avez d'elle, c'est ceci. Quelle attitude allez-vous avoir d'égal à égal, respectueuse, face à une personne dont l'image que vous avez d'elle intrinsèquement, c'est ceci? Vous allez avoir 2 attitudes, soit de vous l'ignorer, c'est ce qu'on appelle l'agisme malveillant, c'est-à-dire que la personne n'existe pas, ou soit vous allez être dans une attitude un peu paternaliste, condescendante, limite infantilisante, c'est l'agisme bienveillant, c'est-à-dire que vous allez dire « venez là », je vais vous aider, venez là, etc. Et il faut savoir que ça ne laisse pas insensible les personnes âgées. Le jour où quelqu'un se lèvera dans le bus pour vous laisser vous asseoir, c'est super, c'est du civisme, mais ce jour-là, vous allez vous ramasser un sraquet coup de vieux dans la figure. Donc pour dire que l'attitude est positive, mais ce que ça a comme conséquence pour la personne n'est pas aussi positif qu'il pourrait paraître.
Et donc on en vient sur ce qu'on a essayé d'étudier dans la crise. Le temps 1, c'est tout ce que l'on savait avant la crise. L'idée est la suivante, c'est que sur le plan psychosocial, la crise n'a rien créé de neuf. Elle a juste amplifié un problème préexistant. Venons sur le fait, quand on compare des cultures contrastées en mode institutionnel, c'est la culture, on pourrait dire, de l'institution pour personnes âgées et institution pour personnes en situation de handicap. On a deux modèles extrêmement différents qui ont des raisons historiques. Chez le vieillissement, on est plutôt sur un modèle hôpital. Dans le milieu du handicap, on est plutôt sur des modèles, enfin c'est les hôpitaux qui sont descendus dans les maisons de repos. Pour le handicap, c'est plutôt partie des familles et des associations pour créer le système institutionnel. Donc d'un côté, on a un mécanisme top-down, de l'autre côté, c'est plutôt bottom-up. Dans le vieillissement, on a des structures de grande taille. Donc on dit dans le vieillissement, en général, pas en dessous de 100 lits pour que ça reste économiquement viable. Dans le handicap, on dira pas au-dessus de 50 lits pour que ça reste à taille humaine. Alors qu'on a des gens qui ont des niveaux de dépendance extrêmement élevés. C'est assez troublant de voir ce contraste. Dans le milieu du vieillissement, 90% des professionnels travaillent en uniforme, plutôt blouse blanche ou autre médicalisée, alors qu'à l'inverse, c'est 90% des professionnels qui travaillent en civil dans le secteur du handicap. Alors qu'il y a des gens aussi à laver, qui ont des problèmes de continence, des problèmes à s'alimenter, etc. Dans le vieillissement, on a une approche centrée sur le soin et la dépendance. Dans le handicap, on est plutôt enclin à avoir une approche centrée sur la personne. C'est perfectible, mais on est clairement plutôt dans cette optique-là. L'encadrement dans les maisons de retraite, c'est plutôt des infirmiers et des aides-soignants. Dans le handicap, c'est plutôt des éducateurs et aussi un peu moins, mais en tout cas la présence de psychologues. Et quand on voit le système de financement, il illustre parfaitement cette superposition entre le financement et le niveau de dépendance. C'est-à-dire qu'on peut dire que quasiment 100% du financement d'une maison de repos est calqué sur le niveau de dépendance des personnes âgées. C'est un peu comme si mon salaire d'académique était calqué sur le nombre d'étudiants que je buse. Plus je mets en échec d'étudiants, mieux je gagne ma vie. Là, c'est plus la personne est dépendante, plus je reçois de subsides pour les accompagner. D'accord ? Donc si je fais bien mon travail et que les gens vont mieux, je perds de l'argent et je dois éventuellement quitter l'un ou l'autre collaborateur. Et donc on a pour le maison de repos un système qui est plutôt comme un lieu de soins, comme un hôpital, où accessoirement des personnes âgées vivent, alors que les études, je vais essayer d'en illustrer l'une ou l'autre, montrent que ça doit avant tout être une maison où accessoirement certaines personnes âgées sont soignées. Et ça, c'est une optique qui est complètement à l'opposé. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis depuis une trentaine d'années le culture change, la nécessité d'un changement culturel dans l'accompagnement du vieillissement dans les maisons de repos. Et j'y reviendrai dans le temps 3, c'est après la crise. Il suffit de voir un couloir de maison de repos pour se rendre compte du modèle hôpital. Les couloirs sont vides, pas d'aménagement, avec une main courante. Et les seuls objets qu'on trouve, c'est un chariot médical et des professionnels en uniforme. Et très peu de décoration comme à la maison. C'est extrêmement caractéristique. On va voir que l'impact de cette médicalisation du vieillissement est énorme sur le plan psychosocial. On a tendance à dire de la crise qu'elle a généré une image négative du secteur institutionnel. Pourtant, avant la crise, dans toutes les études, quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une maison de repos et de soins, le mot mouroir apparaît en pôle position. Et dans les 5 premiers mots, il y a eu également le mot solitude. D'accord ? Donc ça, c'était avant la crise. Naturellement que la crise a amplifié cette vision négative, mais si on vous demandait avant la crise, souhaiteriez-vous, si c'était nécessaire, que votre père, votre mère intègre une structure si c'était nécessaire ? Dans la grande majorité des cas, on dit « oh non, surtout pas ». Je vais vous donner un exemple. Je donne une formation dans une maison de repos, il y a maintenant c'était 3 ans, bâtiment moderne, nouveau, qui ressemble à un hôpital, mais très beau. Et devant, il y a un énorme rond-point. Et un rond-point, il faut le meubler. Donc on va mettre une sculpture, une fontaine ou des plantes. Et là, on a mis le funérarium. Comme ça, vous voyez où vous rentrez, vous savez tout de suite où vous sortez. D'accord ? Dans les villages en Wallonie, le village est dans la vallée. Vous montez la colline, vous arrivez à la maison de repos. Vous continuez à monter, vous avez le cimetière. Et comme ça, vous avez la trajectoire. Ce que je dis là peut paraître caricatural, mais ça correspond, je vous assure, à quelque chose qui est loin d'être anecdotique. Beaucoup de maisons de repos voient un privé acheter le terrain à côté pour faire plaque funéraire ou funérarium. Et c'est le cas à peu près dans beaucoup d'endroits. Faites attention, vous verrez. Alors, on va dire aussi que la crise a généré les problèmes psychologiques chez les personnes âgées. Non. Avant la crise, ici, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques mois, où on a analysé, enfin, c'est des chercheurs qui ont analysé toutes les études qui ont abordé la question de la solitude sur les 10 dernières années, donc avant la crise. Il montre, donc, cette revue littérature inclut finalement plus de 5000 résidents. Eh bien, on a 61% d'entre eux qui étaient dans des niveaux modérés de solitude et 35% d'entre eux qui étaient sévèrement dans un sentiment de solitude. Et ça, c'est avant la crise, sans confinement. Dépression. On va montrer que dans les personnes âgées vivant à domicile, c'est 5% de dépression. Vous avez remarqué tout à l'heure que j'avais dit 9%. Ici, c'est encore plus bas dans cette étude. Dixit, l'examen que vous avez passé tout à l'heure.
Les personnes qui vivent en maison de retraite, c'est 10 fois plus de dépression. 50%, 1 sur 2 sont dans des situations de possible dépression. On va dire que les professionnels ont subi la crise, et c'est clair. On le verra, ils ont fait preuve d'énormément d'abnégation, de courage. Mais on dira donc que ça a précipité une détresse psychologique, sauf qu'avant la crise, vous avez des études en 2011 et 2007 qui montraient que chez les infirmiers et infirmières travaillant en maison de retraite, il y a plus de burn-out que chez les infirmiers et infirmières travaillant dans un hôpital, travaillant en milieu psychiatrique ou travaillant à domicile. Alors naturellement, la question va être d'essayer d'expliquer le pourquoi cette situation avant la crise et qui ne peut être qu'amplifiée après la crise. Pendant la crise, on a donc fait des études, il y a une scoping review, c'est une revue littérature depuis janvier jusqu'à mi-août, et on a pu identifier 281 publications qui croisent les mots nursing home, donc maison de retraite, et Covid. Ça veut dire qu'en peu de temps, il y a eu énormément de publications dans le secteur, essentiellement du point de vue médical, épidémiologique, et très accessoirement sur les questions de santé mentale. Si on regarde la crise, elle a été vécue de la même façon à l'international. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution en termes de décès sur 25 pays, à peu près sur l'ensemble des continents, et qui montre globalement que 47% des décès liés au Covid sont des personnes vivant dans des structures institutionnelles, et ça c'est vrai pour tous les pays, et la Belgique en fait partie. On voit donc que la crise a des conséquences internationales, ce qui interroge le système institutionnel dans son sens large, et pas uniquement spécifiquement à la question de la Belgique. On a interrogé aussi, et c'est une enquête qu'on a réalisée avec Jean-François Moreau de la Frameco, que vous avez auditionné aussi, je pense, la semaine dernière. On a, en collaboration avec la Frameco, fait des enquêtes pour mesurer le niveau de détresse psychologique des résidents, donc avec une échelle de dépression. C'est très succinct, c'est très basique, hein. Syndrome de glissement et aussi solitude. Résultat de l'enquête, c'est que 54% des résidents présentent un indicateur qui mériterait donc un point d'attention sur le plan psychologique pour ce résident. Je me permets d'insister, ça veut dire qu'il y a quand même 46% des résidents qui n'ont pas de détresse psychologique, et ça c'est la situation entre mai et juin dernier. D'accord ? Je reviendrai là-dessus dans la conclusion. On a aussi fait une enquête auprès de 747 directeurs ou membres du personnel dans le secteur vieillissement et dans le secteur handicap. C'était une enquête en ligne qu'on a mise durant mai jusqu'à effectivement mi-août. On a quand même eu un taux de complétion assez élevé, entre autres pour les directions, puisqu'on a à peu près un tiers des structures qui ont complété l'enquête, ce qui en général est plutôt très bon, vu en plus la situation dans laquelle ces structures se trouvaient. Et quand on leur demande quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit quand ils pensent à la crise telle que vécue par leur structure, on voit une forme d'ambivalence, avec d'un côté des éléments très positifs, entraide, solidarité. Et on a effectivement énormément de témoignages d'équipes qui se sont soudées et de solidarité même extérieure à la structure et de solidarité entre corps de métier au sein d'une structure, ce qui n'est pas toujours le cas, on pourrait en discuter. Mais aussi naturellement des mots négatifs comme peur, stress, fatigue, abandon, etc., etc. Quand on compare, quelles que soient les analyses qu'on a pu réaliser, la situation est toujours un peu moins bonne dans le secteur vieillissement par rapport au secteur handicap, mais naturellement le secteur vieillissement a aussi épidémiologiquement également été le plus impacté par la crise. Donc on voit plus de mots négatifs généralement donnés par les professionnels, et ici c'est les directions d'ailleurs, et toujours un peu plus dans le secteur handicap. Et quand on regarde les indicateurs qu'on a intégrés dans l'enquête, qui sont tous des indicateurs plutôt santé mentale, comme épuisement mental, épuisement physique, anxiété, troubles du sommeil, etc. Donc au-dessus de 50%, au-dessus de 50%, ça veut dire qu'on commence à rentrer du côté, entre guillemets, négatif de la force, si je puis dire. Et si on va vraiment beaucoup plus haut, eh bien, naturellement, là, on est vraiment dans des détresses psychologiques qu'on peut considérer comme modérées, voire parfois sévères. De façon générale, on voit de nouveau que beaucoup d'indicateurs sont plus négatifs en termes de santé mentale dans le secteur vieillissement par rapport au secteur handicap, que ce soit du point de vue des directions ou du point de vue des professionnels. Si on englobe tout ça et qu'on fixe la limite à 80, donc au-dessus de 80, on a quand même un quart des directions et professionnels qui ont au moins un indicateur au-dessus de 80, ce qui suggère donc que là, il y a un point d'attention important à consacrer en termes de santé mentale. Ça, c'est vraiment très succinctement les résultats des études qui ont été réalisées. On pourrait aller dans les détails un peu sur qu'est-ce que sont les indicateurs qui sont peut-être plus négatifs et les facteurs qui prédisent ça. Mais je ne vais pas le faire ici. Je vais venir sur l'après-crise et donc finalement sur les recommandations, et je vais essayer d'en étayer certaines sur le plan scientifique. Pour nous, c'est ça un des éléments importants, et je sais qu'on a beaucoup parlé de scientifique et que ça peut être un peu vu de manière négative
Mais beaucoup de gens vont parler de vieillissement et sans finalement de mettre de référence en dessous. Et donc on se demande d'où sortent-ils ce qu'ils sont en train de dire, quoi. Donc on peut ne pas être d'accord avec une étude, mais c'est important quand même de la mentionner, sa source, entre guillemets, pour qu'on puisse être critique, transparent par rapport à ça. Donc les enseignements généraux, c'est très simple. La charge en santé mentale est importante dans le secteur. Plus de 50% des résidents, jusqu'à, on pourrait dire, si on prend modéré, c'est 60% des professionnels et directions qui sont dans des situations qui méritent un point d'attention sur le plan psychologique. L'impact est plus marqué dans le vieillissement comparativement au handicap. Et ça, c'est autant du point de vue de la santé mentale que du point de vue épidémiologique, ce qui amène à interroger aussi le pourquoi cette différence, alors que le vieillissement sont des structures plus médicalisées et que paradoxalement, le handicap, il y a beaucoup moins de professionnels médicalisés et pourtant, la crise a moins touché du point de vue épidémiologique le secteur. Les enseignements positifs, il y en a quand même 3 qu'on peut extraire. Le premier, c'est la solidarité et le dévouement des équipes. On a souvent une image de maltraitance, d'abandon ou de peu d'intérêt par rapport aux aînés. Il n'en est rien. Naturellement, il y a des exceptions à la règle, mais majoritairement, les professionnels sont loin d'être insensibles à la situation. Ils ont subi d'ailleurs des deuils à répétition de résidents, avec toute la conséquence que ça peut avoir en termes de santé mentale. Donc on voit que les intentions sont bonnes, qu'il y a plein de bienveillance et de bonne volonté. Après, on pourra interroger pourquoi néanmoins l'image est si négative. Deuxième chose, la résilience des résidents. Donc je vous ai dit, 54% des résidents sont en situation qui mérite un point d'attention en termes de santé mentale. Ça veut dire quand même que 46% d'entre eux sont résilients. On peut dire que si nous avions toutes et tous été placés dans les mêmes conditions de confinement des personnes âgées, on aurait bien plus d'entre nous qui serions en situation précaire sur le plan de la santé mentale. Donc, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont moins été impactés dans la population générale sont les personnes de 65 ans et plus. Et donc, nous aurions été placés dans les mêmes conditions de confinement, enfermés dans une chambre et ne plus pas pouvoir voir ses proches. Probablement qu'on aurait un chiffre beaucoup plus élevé de conséquences en termes de santé mentale. Ce qui veut dire quand même qu'il y a 54% des résidents pour qui un point d'attention est nécessaire. Troisième chose, c'est la prise de conscience collective. C'est-à-dire que ce qui était un peu la situation avant la crise, eh bien maintenant, elle a été mise en lumière par la crise. Et on espère sincèrement qu'il y aura un avant et un après. Et ça, ce n'est pas sur des choses qui vont être à court terme, mais c'est sur des éléments qui doivent être implémentés et réfléchis sur le système institutionnel sur le très long terme. Les enseignements négatifs, le premier, c'est naturellement un sentiment d'abandon qui est exprimé par la plupart des professionnels et des directions. Et on peut le comprendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même médiatiquement parlant, il y a eu un sentiment d'abandon. Au niveau matériel, les structures avec l'hospitalo-centrisme, c'est les hôpitaux qui ont phagocyté l'ensemble des ressources matérielles et les structures pour personnes âgées qui ont été un peu mises en second plan, entre guillemets, etc. C'est vrai aussi pour le secteur du handicap. Alors, autre élément, l'image altérée des maisons de repos et de soins, ça c'est clair. Et on voit qu'il y a de moins. Il faut savoir qu'avant la crise, le taux d'admission était déjà plus faible. Donc il y a eu une baisse d'1% du taux d'admission dans les maisons de repos, ce qui n'a jamais arrivé par le passé, ce qui montrait déjà qu'avant la crise, il y avait moins d'attractivité du secteur. Mais naturellement, c'est encore plus difficile maintenant et on peut le comprendre. Le curseur est déplacé encore plus du côté du soin. C'est-à-dire que ce processus, si on veut, pour illustrer les choses, il y a 2 extrêmes, santé physique, santé mentale. D'un côté, soins, hygiène, sécurité, de l'autre, qualité de vie et bien-être. Si on va d'un côté, c'est au détriment de l'autre, en quelque sorte. D'accord ? Les maisons de repos, historiquement, ont évolué vers plus de soins. Ça a eu des effets positifs, mais comme toute chose, le café est utile, mais à l'excès a des conséquences négatives. Le soin est utile, mais à l'excès génère des conséquences négatives. Pour le secteur handicap, on est plutôt allé du côté santé, bien-être, et là, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur un peu plus de médicalisation, surtout dans un contexte sanitaire comme celui vécu avec la crise Covid. Le risque de la crise Covid, c'est d'encore aller plus vers la médicalisation. Quand j'entends parfois parler de « il nous faut plus de ressources », si on dit plus de ressources infirmiers et soignants, alors ça, c'est à l'inverse de ce que nous pensons être, et je ne suis pas le seul à le penser, nous pensons être bien. En fait, il faut plutôt aller dans le sens paradoxalement inverse. Ça ne veut pas dire moins de ressources, c'est juste que la dimension des ressources doit être étudiée pour rééquilibrer la partie soignante de la partie vie et qualité de vie et santé mentale. Et le 4e point, naturellement, c'est le peu, voire pas suffisamment de prise en compte des questions de santé mentale. Avant la crise, en maison de repos, il n'y a pas de psychologue dans les murs, alors que dans le secteur handicap, il y a au moins un temps partiel psychologue dans les structures. En France, dans les EHPAD, ils ont au moins un temps partiel de psychologue dans les structures.
Il faut quand même savoir que c'est difficile de s'intégrer dans une structure de maison de repos, c'est difficile d'encaisser ce changement de vie majeur. Il y a la question de la gestion des troubles du comportement, de la solitude, qui est très présente avant la crise, et j'en passe, le burn-out des professionnels, les culpabilités des familles, la détresse des familles, les deuils. Et pourtant, la gestion de santé mentale se fait essentiellement d'un point de vue médical, médicamenteux. On prescrit des médicaments, donc il y a une étude qui a été faite par les mutualités chrétiennes qui montre une surprescription d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et autres traitements du type, alors que ces traitements, quand on fait des essais cliniques, n'ont jamais été testés chez les personnes âgées. Et les études vont montrer qu'une personne âgée qui prend un antidépresseur vit moins longtemps et a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer dans les années qui suivent. Donc certaines études récentes disent qu'il faut privilégier des approches non médicamenteuses, et ce n'est pas ce qui se fait. Et quand une personne âgée prend un médicament, on augmente son risque de chute. Or, la chute d'une personne âgée coûte extrêmement cher à la sécurité sociale, et une personne âgée qui chute et qui a une fracture n'a plus que 3 ans en moyenne à vivre après la chute. Alors, tout ça amène à des recommandations et qui clairement doivent s'orienter vers ce qu'on appelle le culture change, qui est ce mouvement qui s'est opéré au départ des États-Unis il y a à peu près une trentaine d'années, et qui disent en gros le culture change, c'est qu'une maison de repos doit être une maison où accessoirement les personnes âgées vivent avant d'être un hôpital où accessoirement les personnes âgées sont soignées. Donc c'est une maison où accessoirement les personnes âgées sont soignées plutôt qu'un hôpital. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui doivent aller dans ce sens. L'accompagnement doit être comme à la maison. L'aménagement des lieux doit être comme à la maison. Les professionnels doivent travailler en civil. On ne mesure pas à quel point l'uniforme du professionnel a des conséquences délétères, autant pour le professionnel que pour le résident. J'essaierai d'en donner un élément. Je vous en donne un ici. Imaginons que je mette à tous ici un uniforme bleu. À la moitié d'entre vous, je dis que c'est la tenue de l'infirmier et de l'infirmière. À l'autre moitié d'entre vous, je dis que c'est la... Oui, bleu, rouge, enfin voilà. Mais ici, c'était... Voilà. Je vois qu'effectivement, je dois être attentif à certains... Ne vous laissez pas D'accord, perturber pas de souci. Oui, l'étiquette est verte. Alors, donc, à la moitié d'entre vous, on dit que c'est la tenue de l'infirmier et de l'infirmière, et à l'autre moitié d'entre vous, on dit que c'est la tenue du personnel administratif ou du personnel d'entretien. Et puis, vous sortez de la pièce, et il y a quelque chose qui se passe qui va mesurer quoi? Votre niveau d'altruisme. L'aide gratuite que vous donnez à quelqu'un qui n'a rien demandé. Quelqu'un a une carte et vous allez dire « je peux vous aider » ou « chercher quelque chose ?» Ils vont montrer que ceux qui portent la tenue vendue comme c'est l'infirmier et l'infirmière, 88% d'entre eux vont déclencher l'aide après être sortis de la pièce, contre seulement 16% des personnes à qui on a vendu la même tenue comme administratif ou entretien. Ceux qui sont soignants vont déclencher l'aide en 1 seconde, ceux qui sont administratifs vont déclencher l'aide en 2 secondes et demie. Ça veut dire quoi? L'uniforme crée... Si on vous met un képi de policier, vous n'allez plus marcher de la même façon, vous n'allez plus parler de la même façon. Si on veut une tenue vendue comme c'est soignant, vous allez être enclin à aider et à soigner. D'accord? Et or, les études montrent qu'ici, on apprend à des personnes âgées à résoudre des casse-têtes type puzzle. Elles s'entraînent 4 fois 20 minutes. Soit elles s'entraînent seules 4 fois 20 minutes, soit un membre du personnel est présent dans la pièce, mais n'a seule instruction que d'encourager verbalement la personne âgée, soit le membre du personnel est cette fois-ci autorisé à aider la personne âgée, parce qu'elle demande de l'aide ou parce que le membre du personnel trouve qu'elle rame un peu et qu'un petit coup de pouce serait opportun. Ceux qu'on a entraînés seuls s'améliorent à peine. Ceux qu'on a encouragés vont plus vite et font plus de pièces. Ceux qu'on a aidés se détériorent, et pas un petit peu, extrêmement beaucoup. Pourquoi? Quand on les interroge après entraînement, ils se sentent moins confiants en eux, ils trouvent la tâche plus difficile, et quand on a moins confiance en soi et qu'on trouve la tâche plus difficile, on fait moins d'efforts. Et d'autres études vous montrent qu'on appelle alors plus souvent à l'aide. Et il suffit que vous portiez un uniforme blanc pour que la personne âgée appelle plus souvent à l'aide que si vous êtes en civil. Vous allez l'aider plus, elle va se détériorer, vous allez encore plus l'aider. Et donc, augmenter les ressources soignantes pourrait aller dans l'essai de finalement alimenter le cercle vicieux. D'accord ? Plus on aide à excès, plus on développe la dépendance et on crée aussi la distance relationnelle. C'est-à-dire que si je mets un t-shirt rouge à la moitié d'entre vous et un t-shirt bleu à l'autre moitié, pour rester sur des considérations, au fur et à mesure des séances, les bleus vont s'asseoir d'un côté, les rouges vont s'asseoir de l'autre, et de moins en moins, il y aura d'échanges verbaux entre les bleus et les rouges. Et donc, un professionnel en uniforme, c'est la masse des professionnels, et les autres, ce sont les résidents, et ça crée de la distance relationnelle. J'en veux pour preuve, une étude a montré que 10,7% du temps, c'est dans une journée de travail d'un professionnel en maison de repos, c'est 10,7% et d'être en interaction verbale, entre autres, avec un résident. D'accord ? Sur une journée de travail. Alors que on voit dans les études que les professionnels parlent 2 fois plus avec leurs collègues qu'ils ne parlent avec une personne âgée, et le contenu est essentiellement fonctionnel, venez ici, venez là, faites ceci, faites cela.
Or, les études montrent que plus on est dans le relationnel, c'est s'intéresser à eux, apprendre à les connaître et qu'ils apprennent également à me connaître, que ce soit dans les deux sens, la relation. Eh bien, ces études montrent que quand on est dans cette bonne communication, il y a une meilleure qualité de vie des résidents, un moins de dépression et donc de traitement pour dépression et surtout moins d'agressivité. Et l'agressivité est ce qui pèse le plus en termes de charge de travail pour les professionnels. Donc, il y a cette nécessité du changement culturel. Comment y arriver? D'abord, des structures à taille humaine. Si vous êtes sur 150 lits, si j'ai 150 étudiants, je ne connaîtrai au bout de l'année aucun étudiant. Je les connaissais tous un petit peu, mais jamais en particulier, aucun en particulier. Si j'ai une classe de 15, je vais finir par les connaître et même adapter mon enseignement en tenant compte de la capacité de cette classe. Et à la fin de l'année, j'en connaîtrai. Alors je suis conscient des enjeux économiques qui peuvent être liés, mais on peut avoir 3 structures indépendantes de 50 lits, comme 3 maisons de 50 lits, mais pas un grand bloc de 150. Donc, in fine, ça fait 150 lits, mais ce sont des structures indépendantes. L'autre chose, et qui peut être extrait du secteur handicap, c'est de fonctionner en unité de vie. Dans le secteur du handicap, les gens sont, par exemple, dans une unité de 50, il y a 4 petites unités indépendantes de 10 à 15 résidents. Et c'est les mêmes professionnels qui côtoient les mêmes résidents, et donc ils apprennent vraiment bien à les connaître, et l'inverse étant vrai aussi. D'accord ? Et du point de vue épidémiologique, naturellement, que fonctionner en unité de vie va faire, c'est le principe des bulles. C'est que si le virus rentre, ça contaminera une unité, mais pas l'ensemble du système, en quelque sorte. C'est une hypothèse sur, entre autres, l'explication de pourquoi la crise sanitaire et je reste sur l'idée, c'est une hypothèse, mais elle semble assez probante. Donc, du point de vue sanitaire, c'est nettement mieux. Du point de vue humain, en termes d'axe psychosocial, c'est effectivement nettement plus positif également. Aménagement comme à la maison. Je vous assure que un restaurant, je ne vais pas citer de marque, mais les restaurants fast-food sont étudiés pour que même la musique vous donne envie de partir après 5 minutes, pour que vous laissiez la place au suivant. Un restaurant étoilé vous donne envie de rester 2 heures, assis 3 heures. Le milieu n'est pas juste un détail, l'environnement. Les normes de financement, tout est calqué sur la dépendance. Or, il existe des systèmes innovants, comme depuis peu, en région germanophone, où 10% du subside d'une structure est lié au projet que je dépose, où je dis concrètement qu'est-ce que je fais pour améliorer la qualité de vie de mes résidents. Donc ça veut dire que là, on n'est plus uniquement calqué sur la dépendance et le soin, mais on doit aussi dire, voilà concrètement ce que je vais faire pour que la qualité de vie s'améliore. Alors, c'est que 10%, mais c'est déjà sacrément différent que 100% calqué sur le niveau de dépendance, parce que ça biaise, ça nous rend aveugles du gorille. Un système qui est calqué sur la dépendance, il suffit de voir une personne âgée avec un membre du personnel en blouse blanche pour la voir plus dépendante que si je vois cette même personne âgée, exactement la même réalité, mais avec le membre du personnel en civil. Rien que le fait de voir des gens en uniforme nous fait voir des personnes plus dépendantes, et donc à nouveau nous donner plus d'envie de les aider, entre guillemets, avec de la bienveillance, mais qui peut amener au développement de la dépendance. Donc, les normes d'encadrement, c'est une question éminemment délicate, mais qu'il faut probablement pouvoir aborder de front. On va dire que les normes d'encadrement sont essentiellement médicalisées, alors qu'il faudrait revenir en sens inverse. Pour 30 résidents en maison de retraite qui ont un niveau de dépendance moyen, on peut engager comme directeur 5 équivalents temps plein infirmiers-infirmières, 5,2 équivalents temps plein aides-soignants, 1 kiné ergologo, donc paramédical, et 0,1 professionnel de réactivation qui inclut éventuellement un éducateur et accessoirement, si jamais, un psy. On voit bien que là, on est clairement sur des normes qui sont axées essentiellement sur le médical. Et là, il faut pouvoir revoir ces normes. Ça ne veut pas dire moins de gens. Parfois même, si vous enlevez des soignants, vous pouvez engager plus d'éducateurs, puisqu'au niveau coût salarial, ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut, avec les mêmes ressources financières, avoir plus de personnes dans la place, en quelque sorte, et rééquilibrer sur la question de la vie plutôt que de la question du soin. Je sais que c'est extrêmement délicat. Chaque fois qu'on a abordé ces questions auparavant, c'était des questions extrêmement qui généraient de l'agressivité ou de l'émotionnalité, mais qui me semblent ici d'autant plus d'actualité que les hôpitaux sont en carence infirmiers et infirmières, et que si on rééquilibre les choses dans les maisons de retraite, eh bien, ces professionnels vont pouvoir éventuellement, par les vases communicants, combler les pénuries dans d'autres secteurs comme les hôpitaux. On l'a encore entendu ce matin et on l'entend régulièrement dans les médias. Il y a aussi dans le modèle hôpital le style de management. Ce n'est pas anecdotique aussi. Quand on est dans le modèle hôpital, on est dans des styles de management top-down. Un consortium impose à une direction, la direction impose à des chefs, les chefs imposent aux professionnels et les résidents subissent.
Dans un système top-down, le problème est que le retour inverse n'est pas possible. Il y a un extrait qu'on prend d'un article, on a inclus ça dans notre rapport. C'est un monsieur demande, tous les soirs, j'avais l'habitude de prendre un petit porto avec mon épouse avant d'aller dormir. En sa mémoire, je souhaiterais pouvoir continuer. Le professionnel va dire, OK, je vais demander à mon chef. Le chef va dire, OK, je vais demander... Et puis on va peut-être devoir réunir un conseil d'administration pour dire que le monsieur n'aura probablement jamais son petit porto pour aller dormir. C'est un exemple par l'absurde, mais qui est tout à fait réel par ailleurs et qui montre l'aberration d'un système top-down. Les études vont montrer ici, comme aux États-Unis, sur 2900 structures, qu'ils ont interrogé le style de management des dirigeants. Et un des styles de management, c'est ce qu'on appelle le consensus manager, c'est-à-dire ici, ça représente 30% des structures. C'est du management participatif. Le directeur, on disait ce matin, j'entendais, si le directeur... non, si on a un management participatif, le directeur n'est plus indispensable parce que l'ensemble des professionnels participent aux décisions et sont tout à fait éclairés pour pouvoir aider à ces décisions. Eh bien, ils vont montrer que dans les structures où il y a un management plus participatif, il y a beaucoup moins de turnover des professionnels et plus de rétention des professionnels qui restent dans la place, entre guillemets, parce que meilleure qualité de vie au travail. Et on va même montrer dans une étude que quand on est dans ce type de management, les conséquences sont également et surtout positives pour les résidents, parce qu'on va avoir moins de contention de résidents attachés, moins d'escarres, souvent concomitants à la contention, et surtout une meilleure gestion de la douleur et plus généralement donc une meilleure qualité de vie pour les résidents. Donc quand les professionnels vont mal, les résidents vont aller moins mal. Si les résidents vont moins bien, les professionnels vont également être moins satisfaits de leur travail. Et quand on a dans une autre étude montre que quand on responsabilise le staff, c'est-à-dire qu'on les implique dans les décisions collectives et qu'ils ont vraiment un rôle à jouer dans la décision, eh bien on passe de 40 à 64% de rétention, c'est-à-dire qu'on augmente de 20% le fait de donner envie aux professionnels de rester dans la structure et de se fidéliser dans la structure. Donc oui, la transversalité dans les décisions, et ce inclut également les résidents. Dans un style de management, dans une structure mode hôpital, vous êtes le soignant, vous êtes le sachant, et l'autre, c'est le sachez pas. Et donc, écoutez-moi, je sais ce qui est bon pour vous. Et donc, la flèche part du soignant vers le résident. Il y a une étude qui a été faite déjà dans les années 70, quand on encourage le résident à participer aux décisions. Je vous donne 2 exemples. On dit, dans un cas, voilà votre chambre, on l'a décorée pour vous pour que ce soit la plus confortable pour vous. Donc, c'est la flèche part du professionnel vers le résident. Dans l'autre cas, on dit... Dites-nous comment vous souhaitez que votre chambre soit aménagée, on vous aidera si c'est nécessaire. Dans un cas, on dit il y a 2 séances de cinéma, jeudi, vendredi. On vous demandera si vous souhaitez voir le film et quel jour vous souhaitez pour pouvoir regarder le film. Là, on développe l'autodétermination. Dans l'autre cas, on dit il y a une séance le jeudi et le vendredi. On viendra vous dire quelle séance vous a été attribuée. OK ? Et donc, résultat, quand on est dans un an et demi plus tard, dans l'étage où on a encouragé l'autodétermination, il y a 15% de décès contre 30% de décès dans l'étage où on a laissé les gens, où on coupe toute velléité d'autodétermination. D'accord ? Et encore, où il y a toute la question de l'histoire de vie. Ah oui, et petite parenthèse, pour la question de l'autodétermination, là, il y a une urgence. C'est-à-dire que pour le moment, et c'est exactement ce qu'on a subi avec la crise, c'est que tous, on nous a dit comment visiter nos magasins, une demi-heure seul, comment, qui voir, à quelle fréquence, si on doit travailler à la maison ou pas. Donc la crise sanitaire a diminué l'autodétermination de l'ensemble de la population. Conséquence, augmentation de la détresse psychologique de l'ensemble de la population. C'est normal. Sauf que ce qu'on subit là, c'est ce qu'une personne âgée subit en temps normal, peut-être dans une maison de retraite, si l'autodétermination n'est pas développée. Et la crise a accentué ça, d'accord, de façon drastique. J'en veux pour preuve. On n'a jamais demandé l'avis à une personne âgée de savoir si elle avait envie de prendre le risque ou pas. D'accord ? On peut très bien, dans le déconfinement, dire qu'il y a une aile sécurisée et une aile qui sera où on tolère le risque. Et que chacun puisse dire « moi, je préfère voir mes proches, et quitte à ce que je vive moins longtemps, mais c'est mon choix et c'est mon risque. » Et tous ceux qui sont dans mon aile partagent la même optique, versus dire « moi, je ne veux absolument pas courir le risque et je suis dans une aile sécurisée ». Au moins, rien que d'en discuter et d'ouvrir la parole, même si la décision finale consiste à dire « de toute façon, on sécurise tout », eh bien, c'est quand même de considérer la vie des aînés et leur autodétermination. Et rien qu'en parler, c'est déjà aborder la question. Alors, développer une culture de l'histoire de vie. Le meilleur examen qui soit dans une structure, c'est quand on interroge les professionnels, c'est prenez un résident que vous connaissez bien et racontez-moi sa vie. Et le problème, c'est que souvent là, alors, on rame. Or, toutes les études vont montrer, on est en train de publier un article où on a une réunion d'équipe, il y a un nouveau lit qui est libéré, un nouveau résident arrive. Dans un cas, on présente le dossier habituel, on présente
le niveau de dépendance, le niveau cognitif, le diagnostic, les traitements, s'il est dépendant à la marche, etc. Dans l'autre cas, c'est les mêmes informations, à ceci près qu'on dit accessoirement, il est boulanger, passionné par le ping-pong, qui est Jean-Michel Sèvres, il a tel et tel patient. Et on demande aux professionnels après, redoutez-vous l'arrivée de ce résident ? Avez-vous de l'empathie et de la sympathie pour lui? Et comment anticipez-vous la charge de travail? Eh bien, quand on a présenté des éléments d'histoire de vie, les gens anticipent une charge de travail moindre, ont plus de sympathie, d'empathie pour le résident. L'histoire de vie est un élément essentiel qui est trop peu pris en considération. Comment amener le culture change? D'abord, il y a toute la question de la formation. Et ça, c'est vraiment un des écueils principaux dans le secteur. Je vais donner un exemple, formation sur la communication, sur le vieillissement et sur le culture change. Une étude qui a été faite à Montréal quand j'étais là-bas, c'était 2 questions posées à tous les corps de métier associés aux soins. Donc les médecins, généralistes, spécialistes et tous les paramédicaux, infirmiers, infirmières, les 2 questions posées, et si certains sont soignants dans la salle, pensez aux réponses que vous donnez à ces 2 questions. Première question, quel est le pourcentage des patients que vous suivez qui ont plus de 65 ans? Facteur de risque principal en médecine, c'est l'âge. Si vous travaillez dans le domaine du cancer, 70% des personnes atteintes d'un cancer sont des personnes de plus de 65 ans. Donc, plus de 50% des patients sont des personnes plus âgées. Deuxième question, quel est le pourcentage d'heures de formation dans vos cursus de base qui concerne la personne âgée? C'est au mieux 10%, au pire 0%. En moyenne, à peine 5%. Si vous êtes directeur d'une maison de retraite, 1/3 de votre formation, c'est gestion financière. 1/3, c'est les normes, la législation, et 1/3, c'est la gestion des ressources humaines. Comment puis-je porter un projet institutionnel si je n'ai même pas eu... Si tout le monde dira, le but, c'est la qualité de vie. Mais il n'y a aucun qui savent dire qu'est-ce que la qualité de vie d'une personne âgée et quels sont les facteurs qui sont des déterminants de la qualité de vie d'une personne âgée, qui plus est dans un secteur de type maison de repos et de soins. Donc, il y a aussi le fait d'amener le changement progressif, mais là, il faut sérier les choses. Il y a des choses qu'on peut avoir tombé l'uniforme, ça peut être du jour au lendemain. Il n'y a aucune règle qui impose à un professionnel de porter un uniforme. Tous les professionnels diront, mais non, on est obligé. Mais non, il n'y a aucune règle. D'ailleurs, dans le secteur du handicap, il n'y a pas d'uniforme. Donc ça, on peut l'avoir du jour au lendemain. Ceci dit, on a porté un projet avant la crise de tomber l'uniforme dans une structure. Ça a mis 1 an et demi de négociation pour convaincre la direction, les professionnels, les syndicats, le conseil d'administration, les familles, pour tomber l'uniforme. Alors que ça semble pourtant très simple d'une certaine manière. Mais on peut revoir aussi la question d'un fonctionnement plus dans la transversalité, ce qui correspond un peu aussi au projet TUB qui a été financé d'ailleurs par la ministre de la Santé juste avant la crise, pour dire qu'il y avait quand même eu des choses qui commençaient déjà à bouger dans le bon sens. Et aussi la question des normes d'encadrement, et ça prendra plus de temps, ça permet de sérier en fait. Si on attaque tout d'un coup, c'est clair que ça va être un blocage complet. Par contre, on peut aller étape par étape progressivement. Mais si on veut aller plus vite, il semble important de pouvoir avoir des structures pilotes. Des structures dans lesquelles on peut tester des modèles innovants d'accompagnement et qui permettent entre autres de tordre un peu certaines règles. Je vais vous donner des règles parmi les règles aberrantes. Quand vous rentrez en bonne santé en maison de retraite, vous ne pourrez plus cuisiner puisqu'on vous interdit pour des raisons d'hygiène, sécurité, mot qui tue, on vous interdit de rentrer dans une cuisine. Sauf que quand vous devenez Alzheimer grabataire, vous intégrez des unités spécialisées qu'on appelle Cantou, dans laquelle là on impose qu'il y ait une cuisine au centre de la pièce parce que c'est bon pour votre cerveau de cuisiner. D'accord ? Et ça, ce n'est pas une règle parmi d'autres. Il y en a d'autres qui sont comme ça, un peu complètement tautologiques d'une certaine façon. Il y a la question des psys, naturellement, aussi. Et je loue l'initiative qui a été prise d'engager un peu à l'arrache et très rapidement 140 psys pour essayer d'intégrer les structures. Ça va dans le bon sens. Mais comme on l'a dit déjà aussi, je l'entendais, enfin, je ne sais plus si je l'entendais ici ou ailleurs, c'est que ça va dans le bon sens, mais qu'il va falloir un petit peu sur la longueur... jouer à la fois sur la quantité et la qualité. Pardon ? Si je vais trop long, je vais avoir fini. Donc, première chose, il y a psychologue et psychologue. Donc, il y a la question de la qualification. En France, sur 460 psychologues qui travaillent en EHPAD, il y en a moins de la moitié d'entre eux qui ont eu un bagage minimum de formation sur la question du vieillissement. Or, en 2018, on a publié un ouvrage qui dit que la psychogérontologie est une discipline à part entière. Un psychologue non qualifié va avoir des actions avec la personne âgée qui risquent même d'être opposées à ce qu'il faut faire avec elle, par faute de connaissances. Donc, soigner une personne âgée demande des qualifications. Donc là, il y a toute la question de la supervision qu'il faut pouvoir organiser par rapport à ces 140 psys et le niveau de formation, parce que là, on a vraiment, c'est pas que des psychologues master en psychologie, ça peut être des assistants en psychologie ou d'autres mêmes qualifications, c'est bien, mais il faut quand même réguler et être dans la formation continue de ces acteurs. Il y a aussi toute la question de dire que je peux être psy des professionnels mais c'est plutôt psy des résidents, mais je ne peux pas être les deux. Donc, si je suis dans un couple et j'ai un patient Alzheimer, c'est le monsieur, et l'aidante, c'est l'épouse.
je suis soit le psychologue de l'aidante ou soit le psychologue qui intervient avec le monsieur. Mais je ne peux pas intervenir avec les deux parce que si je vois l'épouse, elle va dire « que dit mon mari ?» et si je vois le mari, elle va dire « et qu'est-ce que vous racontez à mon épouse ?» Et donc naturellement, ça place le professionnel dans une situation un peu schizophrénique. Il est important de pouvoir dissocier ces dossiers. Alors, psychologue externe et interne à la structure. Pour le moment, les 140 psychologues, c'est quand même pour 600 structures, c'est un quart temps de psychologue externe pour une structure si on a 600 structures. C'est bien, mais sauf qu'une personne âgée ne va jamais demander spontanément une aide psychologique à une personne qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vue de sa vie. En oncologie, il y a 2 psychologues qui avaient été engagés il y a quelques années. Un, dans le même service, avait plein de consultations et l'autre n'avait aucune demande. Pourquoi ? Parce que celui qui n'a aucune demande, il restait dans son bureau et disait aux infirmières « Dites bien que je suis là et que s'ils ont besoin de me voir, qu'ils viennent me voir. » Personne n'est venu. Par contre, l'autre sort de la salle d'attente, va dans la salle d'attente, papoter, va boire une tasse de café, etc. et dit accessoirement, je suis psychologue, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a eu toute une série d'appels qui ont été, de téléphones qui ont été organisés, de consultations, on a organisé ça aussi, bénévoles de psychologues. Quand on a mis sur notre site internet cette initiative destinée aux professionnels et résidents, on a d'emblée mis, on sait que nous n'aurons aucune demande. Mais on veut simplement dire que le fait simplement que cette action existe est une façon de montrer notre soutien au secteur. Mais on savait déjà qu'on n'aurait aucune demande et nous n'avons eu aucune demande. Parce que c'est pour une personne âgée, il faut que je sache qui vous êtes. Et c'est à ce moment-là que je m'ouvre. Et que la formation du psychologue, c'est de dire, je partage. Moi, les patients savent que j'ai 3 enfants officiels, 2 officieux. Et puis après, eux me confient aussi des choses. Je rigole, bien sûr, mais c'est pour dire qu'il faut être dans les deux sens dans la relation. Donc ça veut dire que pour le psychologue, il y a le psychologue en interne qui va plutôt intervenir pour les résidents et les familles. Et puis, il y a un psychologue externe qui va plutôt être dédié aux professionnels. Et ça marche très bien de ce qu'on a comme écho, parce que c'est juste des échos, on n'a pas le recul nécessaire. Mais qu'il y a les groupes de parole qui sont par les 140 psychologues externes et que c'est essentiel pour que les gens puissent exprimer les choses. Et sans doute que le psychologue 1 et le psychologue 2 doivent aussi développer de la synergie entre eux pour qu'il y ait de l'échange d'informations. Dernière chose, je vous montre des valeurs. C'est les valeurs de structure actuellement pour beaucoup. Et celles que j'ai mis en rouge comme soins, hygiène, sécurité, si on voit la littérature scientifique, ces valeurs-là mises en avant sont incompatibles avec la question de qualité de vie, bien-être et voire même longévité des personnes âgées dans les structures. Je vais vous montrer des valeurs et vous allez, sur base de ce que j'ai dit, simplement vous positionner si ce sont des bonnes valeurs ou des valeurs qui vous donneraient envie, si c'était nécessaire, qu'un proche intègre une structure. Être bien chez soi, est-ce que c'est une bonne valeur ? Partir des compétences des résidents, c'est eux qui m'apprennent des choses et plutôt que moi qui leur apporte des choses. Mon premier article scientifique, c'est une patiente qui m'a appris à tricoter, je prends les commandes en sortant d'ailleurs, mais moi, mon but, c'était que je la soignais, mais à l'insu de son plein gré. Mais par ailleurs, elle m'a vraiment appris à tricoter. Donc partir des compétences. Et quand on développe le sentiment d'utilité d'une personne âgée, elle vit plus longtemps. Autodétermination, bien sûr. Pas d'infantilisation, super. Intimité, le droit à l'intimité, pouvoir s'extraire de la vue d'autrui. Histoire de vie, individualisation. Quand on monte ça dans les structures, quand on fait nos formations, ils disent « Ah, super, ça doit être une super structure, on a vraiment envie d'aller la visiter. » D'où viennent ces valeurs ? Du catalogue IKEA. D'accord ? Si bien chez soi. Vous avez ici compétences personnelles. Vous rêvez, concevez, décidez, nous vous aidons pour le reste. Un peu comme comment souhaitez-vous que votre chambre soit aménagée, nous allons vous aider dans ce sens. Autodétermination. J'en passe, parce que je vais aller plus vite, mais toutes sont à l'équivalent. Comme quoi, M. Ikea a tout compris. Mais c'est fou de voir que ce sont les communicants qui s'approprient cette question de la communication parce qu'ils ont un intérêt économique à ça. Et dans le domaine de la santé, on montre de plus en plus que communiquer, c'est soigner. Sachez que 80-90% des contenus de formation, c'est apprendre des savoirs et des techniques. Une journée type de travail d'un professionnel, quel qu'il soit, c'est 20%, 25% appliquer des savoirs et des techniques. 75%, c'est parler à un collègue, parler à une famille, parler à un patient. Et on montre dans les hôpitaux que 3/4 des erreurs médicales, ce n'est pas des mauvaises applications des savoirs et des techniques, c'est plutôt des problèmes de communication entre corps de métier. Surtout d'ailleurs si vous avez les infirmiers en blanc, les aides-soignants en bleu, le personnel d'entretien 1, on crée les effets de casse que j'expliquais avant, comme les rouges et les bleus dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. Voilà, désolé, j'ai été peut-être un peu long, mais voilà, merci.